Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que toutes les personnes qui souhaitent écouter sont bien assises confortablement ? Oh là là, on dirait une petite classe de primaire bien sage. Alors que moi, j'aimerais bien des enfants un peu moins sages. Est-ce que vous êtes bien assis confortablement ? Ah, il y a déjà des réponses un peu moins sages. Il y a eu des non, il y a eu des oui. Est-ce que vous êtes vraiment motivés pour voir le spectacle de ce soir ? Ok, c'est bien dans les aigus. Est-ce que je peux avoir d'autres voix ? Est-ce que vous êtes très motivés pour le spectacle de ce soir ? C'est bien, on a de la modulation. Alors, je vais vous proposer d'accueillir ce soir notre MC de la soirée. En tout cas, vous allez voir un des MC. Je me présente, je suis la petite voix, on en parlera plus tard. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Jacob. Plus fort, on continue, on se déchaîne. Bonsoir les graines électroniques, ça va ? J'ai pas entendu, ça va ? J'ai vraiment un problème d'oreille, ça va ? Ok, super, très bien. Eh bien, mesdemoiselles, mesdamoiseaux, mesdamoisielles, mes demi-ciels, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Feu au lac, la 6e de l'année. Je suis Jacob, comédien et MC de ce spectacle. Et moi, la petite voix. Et vous n'imaginez pas comme je suis contente de vous retrouver pour cette dernière édition de la saison. C'est le thème qui t'enthousiasme comme ça ? Oui, et les vacances après. Oui, je comprends. Ah, voilà. C'est vrai que pour nous, l'année a été chargée. C'est le 6e Feu au lac de l'année. On a fait plein de choses depuis octobre. On a exploré l'eau et les profondeurs de la fluidité. On a exploré ce que c'était vraiment la sobriété. On a été à la rencontre d'Amazon en ton genre, questionné notre rapport à la déconstruction. On a inventé des utopies possibles, toujours avec humour, poésie, expertise. Bref, gros programme. Oui, bon, ça va. Hein. C'est un beau bilan, mais c'est pas les Oscars non plus. Et puis, c'est bien beau, on a bien parlé, bien bossé. Mais tu sais ce qu'on n'a pas fait cette année ? Renverser le fascisme ? Oui, bon, certes, mais aussi... trouver un moyen efficace de dire aux gens d'acheter des bouquins d'Harry Potter pour ne plus financer l'autrice transphobe. D'arrêter d'acheter, évidemment. Oui, voilà. D'arrêter d'acheter, de plus financer l'autrice transphobe dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas trouvé. Jacob, oui. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait alors ? On n'a pas pris de pause. Ah oui. Et oui, 6 Feux au lac, dont 5 en 6 mois, c'est beaucoup de travail. Entre les recherches, l'écriture des introductions, comme celle-ci, écrite ce matin même. Cet après-midi. Trouver les intervenants, écrire les sketchs, c'est beaucoup. Et c'est pas comme si on avait fait que ça, en plus. Tu sais, c'est bien d'être de gauche, hein, mais en faire trop, c'est clairement une posture libérale. Alors fais attention à ne pas devenir ton propre François Bayrou. Alors... Si on en a à citer des gens de droite pour faire des blagues, je préfère Dominique de Villepin. Voilà, que ça soit dit. Ah bah oui, bien sûr. Le gars qui a déclaré à tort que Zied et Bouna étaient des voleurs et qui n'est pas pour le retour de l'impôt sur la fortune. Un grand homme de gauche, somme toute. Et oh, ça va, c'est pas un procès non plus. Enfin, oui, okay. Oui. Bon, moi en tout cas, je te propose, après ça, on se pose autour d'une table avec plein de copains et juste on mange. On ne fait rien. On discute, on échange, on débranche nos cerveaux. Pas pour s'abrutir, mais pour les reposer et laisser se ressourcer. On les laisse se nourrir plutôt que de les gaver à toute vitesse dans l'urgence. Donc là, tous les gens qui sont venus, le spectacle qu'on a écrit, on fait rien. Voilà, on annule tout. Non, clairement pas. Ah. On va même en profiter pour parler de ça. Mais d'ailleurs, on n'a pas encore présenté le spectacle, Jacob. Oui, c'est vrai, on n'a toujours pas présenté. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui savent ce que c'est le Feu au lac ? Oh, okay, super ! Je vous adore, les faillots. Je vais pas faire l'applaudissement inverse de qui ne sait pas ce que c'est le Feu au lac, ça va faire du mal à mon ego. Ce serait triste. Ouais. Voilà, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, le Feu au lac, c'est un croisement de paroles, de points de vue, d'angles de lecture, avec toujours une pointe d'humour. On invite des stand-uppeuses et des expertes à parler autour d'un même micro. En fait, c'est un mélange entre Rire et Chanson et France Culture. Alors pourquoi ? Parce que déjà, ça fait rire cul, et ça, c'est bien. Et en fait, surtout, ça permet de compléter deux postures différentes. Le stand-up, c'est parler d'empathie. C'est dire, moi, je parle depuis ici et faire de blagues depuis cet endroit-là. Tout ça en faisant de la gaudriole. Vous avez un indice sur mon âge. L'expertise, c'est se sortir de cet aspect émotionnel et se pencher sur les aspects humains d'un point de vue plus large. Quand on rejoint ces deux versions du monde, on a une vision un peu plus large de ce qu'on expérimente en tant qu'humain. Voilà, on essaie de créer un plateau de stand-up mi-Jamy, mi-Jamel. Et pour faire du stand-up, il nous faut un public. Alors, public, es-tu là ?
Public, nous sommes en live sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène a besoin de vous entendre. Public, es-tu là? Ok. Et oui, les auditeurs, on est beaucoup dans la salle. Eh ouais. Alors, peut-être que certaines d'entre vous ont déjà vu du stand-up. Le stand-up, effectivement, c'est parler d'empathie, c'est raconter des histoires. Et si ces histoires vous plaisent, vous avez le droit de rigoler. Exemple, je vais faire une blague, elle est formidable, et subitement... Oh, vous faites super bien le fou rire, je vous adore. On sent qu'il y a des gens qui ont demandé une augmentation de fin d'année récemment. Voilà, c'est... Ok, donc effectivement, quand une blague est drôle, nous, notre langage, ça va être la blague. Quand une blague est drôle, vous allez rigoler. Exemple de nouveau, je fais une blague et subitement... J'ai manqué de me péter la gueule, ça aurait été excellent. Voilà. Ok, ça c'est quand une blague est drôle. Quand une blague est très drôle, qu'est-ce qu'on peut lui donner en plus d'un rire? Mais il y a des connoisseurs. Oui, il y a des connoisseurs dans la salle. Et surtout, vraiment des zèbres, ils ont été très vite, quoi. Ah, tu te rends compte? Il y a que des gens HPI dans ma team. Oui, c'est ça. Il y a des gens, par exemple, bonjour, comment tu t'appelles? On peut dire bonsoir, Louis, s'il vous plaît. Bonsoir, Louis. Tu vois, on retrouve le côté maternel qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Maternel ou alcoolique anonyme, mes préférés. Que des gens qui se chient dessus, globalement. Bon, alors. Louis, ça va? Tu vas bien? Super. T'as passé une bonne journée? Oui. Tu as fait quoi aujourd'hui, si c'est pas indiscret? T'as bossé toute la journée. Tu fais quoi comme boulot? Ingénieur informaticien. On a dû te faire chier avec cette chanson toute ta vie, globalement. Oui, ouais, ok, très bien. Louis, est-ce que tu te sens bien dans ta vie, là, tout de suite? Ok. Est-ce que tu veux bien me rendre un service dans ce cas-là? Est-ce que tu veux bien, déjà, déverrouiller mon ordinateur que j'ai bloqué? Voilà. J'ai 85 ans. Non, est-ce que tu veux bien applaudir tout seul et on te laisse tout seul? Aïe, aïe. Oh, wow. Oh là là. Attendez, pardon. La petite voix? Je crois que nous avons trouvé les dernières personnes de gauche de cette planète. Voilà. Quel plaisir. Elles sont là, elles ont compris qu'il fallait partager la peine. Louis, tu t'es senti comment quand tu étais tout seul? Eh oui, voilà. Il s'est senti seul. Quand il était seul. Pertinent. C'est bien écrit ce spectacle, hein. Merci à notre Et toi, allié. à côté, comment tu t'appelles? Oui, toi, avec le t-shirt blanc. Pardon? Ingo, ok. Pourquoi est-ce que tu as applaudi tout de suite quand on a dit qu'il fallait laisser Louis seul? Exactement. La dernière personne de gauche, c'est toi. Voilà, c'est... Ah, voilà. Les informaticiens se soutiennent. Donc effectivement, vous l'avez compris, quand on entend quelqu'un applaudir, on applaudit avec cette personne, que vous soyez doué avec un ordinateur ou non. Ça n'est pas la question. Voilà, donc quand une blague est drôle, on applaudit. Quand une blague est très drôle, on applaudit ensemble. Ce soir, il va y avoir des blagues. Il va pas y avoir que des blagues. Il va aussi y avoir des informations intéressantes. Parce qu'on vous a dit, il y a des stand-uppers, des stand-uppeuses. Mais il y a aussi des experts et des experts ce soir. Donc ça veut dire que potentiellement, ce soir, vous allez apprendre des choses. On vous a donné les clés en Comedy Club pour rire, pour applaudir. Mais juste, si quelque chose est drôle, vous avez le droit de faire « Oh ». Exemple, je dis quelque chose de passionnant et tout d'un coup... J'ai l'impression qu'on tourne une page dans un j'aime lire. J'adore ce moment. Ok, très bien, super, c'est très chouette. Donc effectivement, vous avez compris, il y aura des blagues, il y aura de l'expertise, il y aura plein de gens qui vont mélanger des paroles ce soir. C'est le principe du faux lac. Le faux lac, c'est un mélange de plein d'histoires différentes. Voilà, est-ce que tu as des choses... Bon, t'as fini, c'est bon? Non, cool, merci. Je te dérange peut-être? Non, mais c'est pas ça. Mais moi, depuis qu'on a parlé de manger, je pense qu'à ce superbe buffet qui nous attend. Oui. J'adore ce concept de repas dans lesquels les aliments sont placés dans un espace commun, accessible à tous, où tout le monde se sert et prend ses propres décisions. Tu savais qu'on appelle ça un service à la française quand il est sous forme de repas complet? Rien à voir avec Roland Garros, pardon. C'est tout un art. Dans de la belle vaisselle, 4 à 5 entrées, 6 à 7 plats, des desserts en veux-tu, en voilà. De la nourriture à perte de vue, quoi, j'en ferais des rimes. Oui, enfin, le genre de buffet dont tu parles, c'est très particulier, c'est très fast, très pompeux et très cher, quoi. Et c'est pas forcément dans tes valeurs actuelles, la petite voix. Enfin, ces tables qui débordent de mets en tout genre, de viande et de poisson à la découpe, de fruits exotiques, de plats plus complexes les uns que les autres. Tout ça, c'est synonyme d'impact fort sur la biodiversité, d'élevage intensif, d'import en avion, d'épuisement des ressources locales à l'autre bout de la planète. Et surtout, c'est énormément de gaspillage. Et voilà, je te reconnais. C'est toi qui pète l'ambiance au repas de famille. Faut toujours un ou une vegan wokiste aux cheveux verts pour nous dire quoi faire, hein. Alors, j'ai pas les cheveux verts, mais d'accord. Non, mais t'as une salopette et une chemise à fleurs. Oui, c'est pas faux, c'est... Mais tu le sais autant que moi, le repas, comme toutes nos habitudes de consommation, c'est des choses sur lesquelles il va falloir changer. C'est au centre de nos réflexions pour mener face au bouleversement climatique. Enfin, la nourriture, c'est tout en bas de la pyramide de Maslow avec le sexe et le sommeil. Et on va pas pouvoir changer le sommeil. Je sais pas comment faire un sommeil plus écologique, quoi. Mais à part lutter contre la pollution sonore quand tu ronfles, on peut pas faire grand-chose, tu vois.
Bon, après, manger, par contre, ça a un gros impact. On estime, par exemple, que diviser par 2 notre consommation de viande d'un point de vue planétaire, ça réduirait énormément notre impact carbone. Et puis manger, c'est à la fois intime et politique, comme les sextos de Benjamin Griveaux. Changer l'alimentation, ça n'est pas la seule responsabilité individuelle. Ce sont des questions collectives que l'on doit partager ensemble. Oui, mais tu sais, moi, quand on me parle de nourriture, j'ai une petite lumière dans mon cœur qui s'anime et qui me donne envie de danser. Et puis le fast et la quantité ne veulent pas forcément dire cher ou très consommateur. Il est évident qu'on ne consommerait plus aujourd'hui comme dans un banquet d'Astérix ou une réception royale. Déjà parce que Depardieu et Louis XVI sont cancel. Clairement. Et puis parce que je suis pas certaine que la chaîne du froid était très respectée. Bon, non. Moi, je peux tout à fait être excitée à l'idée qu'on récupère des invendus dans des poubelles ou de faire la récup du marché, qu'on cuisine toute la journée des légumes abîmés pour les revaloriser tout en passant un moment lui aussi délicieux. Ah oui, donc toi, le moment que tu préfères dans le film Ratatouille, c'est les rats dans les poubelles, pas la gastronomie. Ha ha ha, très marrant, merci beaucoup. Tu sais, mon amour de la nourriture, ça remonte à des années, hein, et puis ça perdure dans le temps. Mais je ne mange plus, comme c'était le cas pendant mes études. À l'école des petites voix, avec 40 €, j'avais fait des courses au marché, je retrouvais des amis pour une nuit, et je repartais avec 6 pintes et 3 sandwichs au falafel dans le corps, et de quoi me faire une gueule de bois pour le petit déjeuner. Pas mal, ouais. Aujourd'hui, avec la hausse des prix, la place du travail et le temps passé chez soi qui réduit, le temps de préparation des plats doit réduire. On voit poindre partout des vidéos de 3 repas en 15 minutes pour ne pas perdre de temps en cuisine. Et j'en viens même à me dire, alors imagine-toi, que ça pourrait être mieux avant. Oui, Je me demande si je n'ai pas une image un peu fantasmée des générations passées de leur capacité à prendre un temps pour les repas. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me surprends à me dire que c'était peut-être mieux avant. Mais il faut peut-être se calmer sur cette notion-là. Parce que c'est avant quoi ? Avant qui ? Avant quand ? Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui disent oui, c'était mieux avant. C'est des grands défenseurs du territoire et de la gastronomie qui prônent un retour aux racines et qui oublient la dysenterie, la disette et les discriminations systémiques. Moi, je te propose que pour parler de ce avant, on invite quelqu'un qui s'y connaît un peu plus dans ce que c'était avant. Tu connais Ève ? Oh, oui. Ève est autrice, comédienne, programmatrice. Elle travaille activement à faire de la place à tout le monde autour de sa table. Elle défend la liberté du corps, des idées féministes, encourage les plateaux à se diversifier pour accueillir des personnes que nous n'avons pas l'habitude de voir sur scène. Mesdemoiselles, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre première intervention, Ève. C'est trop grand. Bonsoir. Bonsoir, alors je suis là avec joie, je dois vous prévenir juste qu'on m'a prévenu il y a 2 heures. Voilà, donc je suis là, donc effectivement je m'appelle Ève, bonsoir. Alors Ève, ça vous dit quelque chose? Effectivement, je suis la première gourmande du monde, évidemment. Voilà, à coup de pomme. Voilà, donc, d'ailleurs, première gourmande qui a été sévèrement punie. Je sais pas vous, mais voilà, genre, une pomme et tu descends. Alors, voilà, donc j'ai traversé les âges pour vous parler de mon rapport à la nourriture aujourd'hui au feu au lac. Alors, certains, c'est différent pour chacun le rapport à la nourriture, mais quand on a le tour de taille d'une map monde, c'est qu'en général, la bouffe et moi, c'est une longue histoire d'amour. Je l'assume complètement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, beaucoup de gens voyagent sur mon ventre, mais ça, c'est une autre histoire. Comprends qui pourra. Alors, je crois qu'effectivement, la nourriture, c'est beaucoup une histoire de contexte. Qu'est-ce qu'on mange? Où on mange? Avec qui on mange? Est-ce que le manger est bon pour nous? Alors, déjà, papa, donc Dieu, me racontait... me raconter à quel point les banquets étaient centraux pour s'entendre entre les dieux grecs. Voilà, c'était avant sa prise de poste. Et voilà qu'un gros gars jaloux sert son fils à table. Voilà, juste pour tester l'omniscience des dieux. Super, voilà, résultat, il est puni. Hein, voilà, il sera toujours tental. Voilà, parce qu'il a servi son fils à table. Voilà, parce qu'il s'est dit, ils sont un peu trop végétariens, les dieux. Je sais pas, voilà. Je vous ai dit, j'ai 2 heures d'écriture dans les pattes, vraiment, donc... N'hésitez pas, on est là, on est détendu. Alors, voilà. Et moi, effectivement, la même chose, c'est on me dit, alors tu fais ce que tu veux, éclate-toi. Vraiment, c'est génial. Là, tu peux caresser un tigre, tout ça, pas de problème. Et alors ça, par contre, tu le manges pas. Là, la petite pomme, là, tu ne manges pas. Voilà. Et alors, Dieu, il fait ça pour créer quoi? L'obéissance des gens. Alors, je tiens à dire, excusez-moi, Dieu, gros flemmard, il n'a pas créé des enfants, hein, parce que les enfants, beaucoup plus ingérables. Hein. Alors peut-être qu'il n'avait pas les réponses à quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on est arrivé? J'ai envie de faire pipi. Pourquoi?
Tu vois, bon, je sais pas, voilà, peut-être que, je sais pas, je pense que cet enfant s'appelle Mathéo. Voilà, mais c'est juste pour moi. Voilà. Voilà, donc, et bon, quand on y touche, on est puni. Alors, pas quand on touche à Mathéo, bien sûr, quand on touche à Mathéo, on est puni, on est d'accord. Hein, c'est quand on touche à la pomme, on est puni. Pas ouf, voilà. Bon, alors, ce que ces deux histoires résument, effectivement, c'est que tu sois viandard ou végétarien, t'es puni, voilà. Donc maintenant, frappez-moi avec des aubergines, allez-y. Enfin, voilà, mais c'est pas de saison, alors plutôt des concombres, je sais pas, enfin bon. Alors, en réalité, je m'interroge avec Mina, effectivement, ouais, parce que le reste, c'était une mise en bouche. Allez, masterclass, allez. Merci. Je m'interroge effectivement sur le temps de repas. J'ai 34 ans. Ouais, je sais pas, on dirait pas. Là, c'est incroyable, c'est quoi son secret, toi? Bah, je mange des bébés, voilà. Voilà. Et oui, les CIDFF de France ferment, alors il va falloir vider les frigos. Donc, quand même, c'est une question sur laquelle il se pose. Demain, je mettrai une cagnotte, voilà, pour qu'on mette de l'argent pour que ces centres restent ouverts. Donc, ouais, je sais, ça prend des virages inattendus. C'est ça, mais c'est les virages de l'estomac, en fait. Voilà. Alors, donc, je crois que tout le monde a à peu près fait le calcul, peut-être à sa vingtaine ou à sa trentaine, de mes parents, à mon âge, ils faisaient. Alors moi, mes parents, à mon âge, enfin ma mère à mon âge, elle avait déjà 2 enfants, un 3e en route, c'était moi, donc c'est super info. Et elle gérait boulot plus enfants, cuisinant des plats variés, colorés, de saison, bons, à part les choux de Bruxelles. Et moi, au même âge, je dois calculer mes allers-retours d'un boulot à un autre, et de savoir quand est-ce que je pourrais faire une quiche ou des pâtes pour moi toute seule. Voilà. Et je dois vous dire que vive les tartines de Saint-Maurin. Voilà, c'est avec ça que je me nourris. Et surtout, je me demande si j'ai pas atterri dans une machine à avancer dans le temps quand je me retrouve figée devant une plaquette de beurre paysan breton demi-sel 500 grammes à 6,49 €. C'est pas normal. Voilà, on est d'accord. Alors, moi, je veux bien faire un effort dans cette économie, mais je veux pas mettre de côté que pour des prunes ou du beurre. Voilà, vous avez vu. Alors... Et là, je me demande comment les familles font-elles pour se nourrir, en fait. On me répond, bah, en prenant des aliments moins chers. Ah ouais, mais en fait, il y a moins cher et il y a cher. Parce qu'en fait, vraiment, il y a des aliments de bas de gamme, bourrés de sucre et de pesticides. Alors vraiment, quelle est la solution? Alors, merci d'assister à ce TED Talk. Encore une fois. Mais est-ce que nos parents savaient que ça allait tourner comme ça? Je pose la question. Est-ce qu'on peut poser la question? Parce que le fameux finis ton assiette, ça cache peut-être un autre message. Tu vois, est-ce que c'est finis ton assiette parce que à tes 30 ans, Trump sera au pouvoir, l'économie partira en sucette, les fachos suivront les lobbies et voteront des lois vraiment nulles et que tu mangeras en ayant le cancer en même temps? Enfin, plus tu manges et plus t'as le cancer. C'est ça le... Pas t'as le cancer et tu manges, c'est qu'en fait, en fait, la loi du plomb, elle fait qu'il y ait du cancer dans ce qu'on mange, et donc du coup, on mange du cancer, et du coup, on a le cancer. Enfin, et vous saviez que le cancer, en fait, c'est une cellule qui veut être immortelle? Voilà. Allez. Duncan MacLeod, il ne peut en rester qu'un. Voilà, allez. Ceux qui auront la référence ont 40 ans. Alors, donc la question c'était, figurez-vous que non, mais ils savaient pas du tout ce qui est arrivé. Le nombre de fois où petite j'ai pas fini mon assiette et j'avais genre 2 réponses. Déjà mon père qui dit, alors si tu finis pas ton boudin noir, je te préviens, je te le resserre demain matin au petit-déj. Voilà, super. Donc j'ai un rapport au boudin noir vraiment bizarre. Et ma mère qui disait, ah bah tu sais quoi, ma mère elle me disait pendant la guerre, on s'en serait léché les doigts. Beaucoup moins drôle. Voilà. À quoi je réponds, écoute, maman, aujourd'hui c'est aussi la guerre et il y a des gens sur OnlyFans qui se lèchent les doigts de pied après l'avoir trempé dans du houmous. Donc, chaque génération sa galère, ok? Voilà. Mais ça nous amène au contexte. Voilà, dans quel contexte on considère la nourriture? Alors là, pour eux, c'était le contexte du manque, voilà, généré par leurs propres parents via des guerres, des conflits, des migrations. La famille de ma mère, elle a manqué de nourriture. Celle de mon père, elle en faisait. Ils étaient paysans. Ils s'étaient bien trouvés. T'as la dalle? Enfin, pardon. Alors. Donc, ils avaient la conscience de la nourriture, du travail demandé pour le créer et le désespoir lorsqu'elle manque. La nourriture n'est jamais un acquis. La malbouffe, elle, par contre, si. Hein, voilà, où que t'ailles dans le monde, il y a toujours un McDo. Voilà, bon. Alors, on y revient à mes questions. Qu'est-ce qu'on mange? Où qu'on mange? Avec qui qu'on mange? Et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que c'est bien pour nous? Alors, dans mon enfance, avec qui? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Alors, ce que mes parents informaient avec ce qu'ils pouvaient acheter, donc des trucs du marché. Où est-ce qu'on mange? Dans la cuisine, sur une table fabriquée par papa 3 fois par jour minimum. Avec qui? Bah, ma famille, mes amis. D'ailleurs, un petit conseil, n'allez jamais travailler avec quelqu'un avec qui vous pouvez pas bouffer.
Je laisse ça là. Qui cuisine? Maman. Qui fait les courses? Maman aussi. Ouh, on va... Vous voyez là où je vais? Alors, pour tous les masculins en souffrance qui disent qu'on n'a que notre ventre et notre servitude à offrir, voilà, soulagez vos mères que vous adorez, apprenez à cuisiner. Voilà. Et là, on touche à la question du temps. Qui prenait le temps? Alors, je dis pas parce qu'on avait une mère au foyer, on mangeait mieux, mais aujourd'hui, la mode des tradwives et des clean girls glorifie une époque où les femmes au foyer, tirées à quatre épingles, avaient l'obligation de tout gérer sans aucun droit de repos ni un droit tout court. Donc c'est drôle cette envie d'avoir des mères des années 50 qu'on voit sur les réseaux, les mamans d'avant. Mais qui a eu une mère des années 50? Des gens qui ont peut-être 50 ans aujourd'hui. Donc c'est pas eux sur TikTok et sur Insta. Alors qui fantasme ce modèle? Les petits-enfants? Parce que moi, en tant que petit-enfant, j'ai vraiment entendu « on en manque de la bouffe ». Donc je comprends pas. C'est un paroxysme que je comprends pas. Alors, en tout cas, on parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Alors quoi? Manger, c'est une affaire de femmes, de génération. Je vous renvoie d'ailleurs au super ouvrage de la théorie des petits pots de yaourt de Titou Lecoq. Comme quoi, les messieurs, ils font des emprunts bancaires parce qu'ils ont plus d'argent, et les femmes, elles font des courses. Et après, à la fin, quand on sait pas, on a quoi? Des pots de yaourt. Et ça fait des super petits trucs à rythme quand on met du riz dedans. Ok. Alors, voilà, ok. Donc, la dernière question, est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est bien pour nous? Alors, sur le plan naïf, j'ai envie de dire, bah oui, parce que si tu manges pas, tu meurs. Voilà, dans le désert, dans le désert, c'est pas des cures de cactus que font les Mexicains quand ils traversent. Alors, bon, les choux de Bruxelles, c'était pas toujours à mon goût. Alors, parfois, avec mon frère, on escaladait le buffet pour piquer des gâteaux réservés aux adultes, les petits plaisirs des parents. C'est le manger coquin, le manger plaisir, le truc assez récent dans l'histoire de notre civilisation, en fait, finalement. Une chose réservée aux puissants, aux rois, aux princes et aux gens du Fouquet's. Alors, faut dire, quand tout le monde avait un pitch au goûter, moi j'avais une pomme. Donc, moi, on me l'a fait pas une fois. Enfin, on me l'a fait une fois, pas deux. Donc, voilà. Donc, j'avais tendance à aller piquer des petits trucs. Et même si à un moment, la boîte à gâteaux était vide et que le forfait était découvert, peu importait. On se faisait enguirlander, mais pour une fois, on s'en léchait les doigts. Et c'est là pour vous dire que j'ai un petit kink entre la bouffe et la punition. Voilà. Et que j'essaye de travailler sur mon rapport à la punition et que j'ai un plaisir bouffe attention. Voilà, je sais pas si je manque d'attention, je mange, ou alors si je mange pour avoir de l'attention, pour qu'on me voie dans l'espace. Hein, voilà. Du coup, j'ai essayé de gérer un petit peu ce mal-là et je me suis tournée vers l'ASMR. Vous voyez à peu près l'ASMR? Là, je vais poser parce que c'est pas un truc écrit. Allez. Ok, alors vous voyez à peu près l'ASMR. Moi j'ai découvert l'ASMR pendant le confinement. Et moi j'ai découvert l'ASMR érotique. Et il y a plein de gens qui sont là en mode... Je vois des clins d'œil. Je vois des clins d'œil qui me disent genre, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais me dénonce pas. Okay. L'ASMR érotique, il y a des gens qui me disent « Mais Ève, comment c'est l'ASMR érotique? Enfin, qu'est-ce que t'entends en soi ?» Alors, la question est, qu'est-ce qu'on entend? Alors je vous dis tout de suite, on n'entend pas ça. C'est pas ça l'ASMR érotique. L'ASMR érotique, c'est justement génial parce qu'on va se baser sur ton cerveau qui est le vrai organe avec lequel tu vas faire du sexe finalement, parce qu'on va te faire fantasmer, on va te faire voyager. On peut faire n'importe quoi en ASMR érotique. Et moi, je cherchais un ASMR érotique avec des fruits, des légumes, de la bouffe, quoi, tu vois. Et j'en ai pas trouvé. Donc voilà, je fais un petit truc avec vous. On va tenter le premier ASMR érotique islamo-bobo-gauchiste vegan. Ça vous va? Ok, c'est parti. Alors, bonsoir. Bienvenue dans cette séance de comment préparer au mieux tes petites patates. D'abord, tu vas aller chez un producteur du coin, parce qu'on soutient les producteurs du coin. Ok, on va prendre les petites patates bio, on va les ramener chez soi dans son petit sac de tissu, on va aller les laver dans sa petite passoire qu'on est allé chercher à Emmaüs, parce qu'on est intègre jusqu'au bout. Et là, on va les nettoyer tranquillement. Et les petites patates, elle a fait des petits bébés patates. Alors, est-ce qu'on enlève les petits bébés patates sur la patate? Bah d'abord, on va lui demander son consentement à la patate, ok. Voilà. Et on enlève, si elle dit oui, on lui enlève ses petits bébés patates. Et alors, on va commencer à l'éplucher comme ça, avec amour. Et qu'est-ce qu'on fait avec les épluchures? Est-ce qu'on les met au compost? On les met sur le radiateur, comme ça on a des chips. Et là, après, on y va, on nettoie avec ta petite éponge. Hein, toi aussi, t'as une petite éponge à légumes? Oh oui, dis-moi, t'as une petite éponge à légumes. Hein? Et combien de fois tu frottes tes carottes par jour? Oh oui, là là, ta petite éponge à légumes. Enfin bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, tu les découpes, tu les mets dans un petit four avec un peu d'ail, aussi de tes producteurs du coin. Et voilà, après, tu les laisses 45 minutes dans un petit four que tu as fait toi-même avec des petits morceaux de bois. Enfin bon, voilà, tu t'amuses un petit peu. Et la semaine prochaine, on s'occupe de l'aubergine ensemble. Merci de m'avoir écouté. Ève.
Et bah tu vois, Jacob, je réfléchissais de nouveau à ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait de se demander si l'alimentation c'était mieux avant. Et bah cette question-là autant, elle ne se pose pas tant. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tant, pas tant. Dans la question du repas partagé, parce le buffet dont on parle, et bah c'est maintenant. Oui, en fait, on peut se questionner sur comment c'était avant, on peut se questionner sur comment ça sera après. Mais dans le fond, quand on partage un repas, c'est dans le présent. Et déjà, aujourd'hui, dans le présent, il y a des gens qui prennent la spatule pour mettre en œuvre des nouvelles manières de partager un repas. Alors oui, c'est pas évident. Il faut jongler avec les contraintes légales, les envies des clients et des clientes, les ressources à disposition pour conjuguer tous ces éléments. On a à notre disposition un outil bien pratique, le menu. Et oui, parce que le menu, il annonce, il présente, il pose le cadre du partage. Dès le pas de la porte, on sait à quelle sauce on va manger et pourquoi. En lisant une carte de restaurant, on devine les intentions dans ce qui est écrit et surtout dans ce qui est absent. Alors ce soir, nous avons invité Ludivine, gérante de l'Équilibre Café, à venir nous présenter sa démarche par le menu comme un questionnaire de Proust. Après avoir sillonné la planète et vécu dans différents pays, elle a décidé de poser ses valises à Lyon pour ouvrir l'Équilibre Café afin d'allier ses expériences solidaires avec son talent pour les recettes anti-gaspillage. Je vous demande d'accueillir Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour. Est-ce que tu veux qu'on te règle le micro correctement ? Un petit peu. Super. Parfait. Tout le monde m'entend ? Bon, ce sera sûrement un peu moins drôle que ce qui vient. Mais vous êtes une experte. Alors, mon menu. Pour l'entrée, je vais vous parler de ce qui m'a fait entrer dans le milieu de la cuisine durable. J'y suis entrée finalement par le volet de la solidarité. J'ai commencé par des études dans la solidarité internationale, spécialisée dans l'évaluation de projets en Amérique latine. Puis, le besoin de revenir à une solidarité plus locale s'est fait sentir par l'aide alimentaire et le SAMU social en France, ce qui fut une formidable immersion dans l'aide d'urgence. Et puis, la création du café. Au café, l'idée n'était pas de se substituer à l'aide alimentaire, mais d'offrir une parenthèse, un moment au restaurant à des personnes précaires qui en sont éloignées. Vous l'aurez compris, je suis donc restauratrice. Cela signifie que je gère un restaurant. Mais je suis aussi convaincue que cela va bien au-delà. Restaurer est un mot qui signifie également remettre en état, n'est-ce pas ? Cette aventure est pour moi l'opportunité d'explorer nos capacités à restaurer, à préserver la santé des clients et des bénéficiaires au travers d'une bonne alimentation, mais également celle des sols, grâce à l'achat de nos matières premières en agriculture biologique, en agroécologie ou grâce à la collecte de nos biodéchets. Plus encore, l'objectif du café est de restaurer les liens entre les gens. C'est pourquoi le café est un lieu ressource, un lieu de vie où chacun peut se sentir bien, puisse être accueilli et faire des rencontres au fil de tous nos événements et ateliers. Je vais donc tenter de vous transmettre ici les valeurs qui font le café Équilibre, le plat de résistance donc. Ce sont les choses sur lesquelles on ne transige pas. Le 100% fait maison, à partir de produits bruts, bio et locaux. Des plats végétariens, de saison, en circuit court et sans négocier les prix auprès des agriculteurs. Des achats en vrac, des contenants réutilisés, une démarche zéro déchet, à la fois au café mais aussi pour les événements traiteurs. Des recettes complémentaires, zéro gaspille, des produits utilisés dans leur intégralité. Une carte réduite et des préparations minutes pour un objectif zéro perte. Et puis la solidarité. Au café, chaque client a la possibilité d'ajouter 1 euro à ses consommations. Tous ces euros sont ajoutés entre eux, puis le café complète. Et cela permet de créer des invitations repas qui sont distribuées aux assos avec lesquels on travaille en partenariat. Les bénéficiaires viennent ensuite manger chez nous gratuitement. Pour le dessert, c'est ce qui me fait tenir tout au long du repas, ce qui me plaît. Pour moi, c'est le lien social. Le fait d'avoir un lieu physique, déjà, permet d'accueillir chez nous. On travaille beaucoup sur le prendre soin, le relationnel. Avec les bénéficiaires des associations partenaires qui viennent manger au café, avec mon équipe incroyable, investie, engagée, et avec tous les habitués du café qui font vivre et exister le lieu depuis toutes ces années. Je vais ajouter à mon menu une boisson, celle qui m'accompagne tout au long du repas. Pour moi, c'est l'amélioration continue. Au café, on n'est pas parfait, mais on le sait. Et on essaie chaque année de faire un peu mieux que l'année précédente. Et ça fait 7 ans et demi que le café est ouvert. Et grâce à cela, on ne s'ennuie jamais. En plus de la réduction constante de chaque poste de déchets, tout décortiqué, de l'augmentation du nombre de repas solidaires distribués,
On a créé un organisme de formation pour que ceux qui, comme nous, souhaiteraient ouvrir un lieu éthique puissent le faire. Mais ce qui fait la pérennité du café, il faut bien l'avouer, c'est la gourmandise. C'est parce que chez nous, on mange bien que les personnes viennent et reviennent avec plaisir. Car c'est avant tout cela la cuisine durable, une cuisine bonne pour vous et pour la planète. Et j'ajoute un petit café en fin de repas. La cerise sur le gâteau. La transparence. Il est rare de savoir exactement d'où vient ce que l'on mange quand on va au restaurant. Donc, nous avons créé un livret producteur que nous actualisons chaque année. Chaque client peut connaître d'où vient chaque produit qu'il consomme au café, jusqu'à la levure dans les gâteaux. Voilà, le café est ouvert du mercredi au dimanche et on vous accueille tout l'été. Merci pour votre écoute, à bientôt. Moi, tu sais, ce café-là, je l'adore et pour de vrai, j'y vais hyper souvent. Et tu vois, ça me donne trop envie d'y aller. On y mange la semaine prochaine La carte, les saveurs, les propositions innovantes, ça me donne envie d'aller faire le tour de tous les restos de Lyon et puis même de goûter la cuisine ici, tu vois, ensemble. Et de... Jacob, tu m'écoutes tu m'écoutes pas du tout, en fait, là. Si, pardon, excuse-moi. En fait, j'étais en train de lire un article là, sur la loi du plomb, la mort de l'agroécologie et les choix politiques qu'on va devoir faire dans nos assiettes dans les prochaines années pour lutter. Bah super. Ah bah oui, bah évidemment. Puisque c'est si intéressant, tu vas en faire des blagues, hein, et le partager au reste de la classe. Non, mais c'est pas si drôle, en fait. Si, bah voilà. Non, mais c'est Et bah la prochaine fois, tu t'as- m'écouteras, tu feras attention, hein, tu te débrouilles, t'as 2 minutes pour te mettre en place. Jacob est réputé pour son pesto à tout ce qui est vert. Fan de radis, épinards, écologiste et stéphanois, il mixe et mélange pour trouver le juste équilibre entre les blagues et un zeste d'information piquante. Faites du bruit pour Jacob. Ok. D'accord. Non, parce que là, je suis face à vous, vraiment habillé comme un enfant de 5 ans, déjà, pour commencer. On n'en a pas parlé depuis le début. En fait, je suis habillé soit comme un agriculteur dans une pub de la Maïf, soit comme un bassiste dans un groupe de reggae en Creuse. Voilà, c'est... Dans les deux cas, je ressemble à l'image que les gens de droite se font de quelqu'un de gauche. Voilà, tout simplement. Bah, je porte une salopette, mais je ne suis pas agriculteur pour autant. Voilà, je viens en ma qualité de saltimbanque. Mais il y a quand même pas mal de croisements entre nos deux métiers. On travaille tous dans le monde de la culture. On dépend de fonds européens pour survivre. Plein de fachos instrumentalisent nos traditions. Et j'ai clairement envie de crever. Voilà, donc c'est peut-être très perso, hein, voilà. Mais bon, j'imagine que c'est partagé. Après, moi, je m'y connais très très peu en agriculture. J'ai grandi en ville. J'ai compris très récemment que le rémoulade n'était pas l'arbre à céleri. Et je regarde très peu d'émissions de Karine Le Marchand. Je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Mais pour autant, en tant que jeune citadin qui vit en 2025, tous les 2 jours, je me dis, allez, j'arrête tout et je vais élever des carottes et planter des moutons. Voilà. Je pense vraiment que ça arrive à tous les gens de ma génération. Et pourtant, il va falloir qu'on soit honnête. Vu le nombre de personnes qui viennent à mes spectacles, je doute que des gens achètent mes légumes. Voilà. Et puis, surtout, qui je suis réellement. Je suis quelqu'un qui me réveille à 9h30 tous les jours, qui panique quand il y a 3 tâches dans sa liste. Alors, est-ce que vous me croyez vraiment pour gérer une exploitation agricole avec plusieurs niveaux de vivant, pendant une crise climatique, en bossant 15 heures par jour ? Merci pour votre honnêteté. Il y a une personne qui a dit oui, les autres ont fait je passe mon tour. Et puis, en plus, c'est super compliqué parce que moi, j'ai pas le permis, donc vous m'imaginez conduire un 4-tracteur. Voilà, compliqué. Alors, il y a des gens qui font des choses super, notamment l'Atelier Paysan, qui est une initiative grenobloise. Ils fabriquent des machines sans moteur et notamment, ils ont fabriqué ce qu'ils appellent l'agrizouk, qui est une espèce de gros vélo pour bêcher les champs. Mais ensuite, comment je vais vendre les légumes, moi ? Je vole une Rosalie du parc de la Tête d'Or ? Bon, je vais rien vendre, mais on se sera bien marré. Je pense que c'est ce qui va se passer si jamais je fais ça. Mais en fait, je pense que je me pose cette question et que plein de gens de ma génération se posent cette question parce qu'on a envie de repolitiser et reprendre le contrôle de ce qui se passe dans nos assiettes. Mais il faut faire hyper attention à ce fantasme autour de l'agriculture. Et on l'a bien vu ces dernières semaines, il y a le créateur de mode Jacques Mus. Vous voyez toutes et tous qui est Jacques Mus, celui qui fait des tout petits sacs et des trop grands cols de chemise. Et il a sorti sa dernière collection qui s'appelle Le Paysan, voilà, pour reconnecter avec ses racines paysannes. Je n'ai rien vu du monde de l'agriculture dans cette présentation. Voilà, hein, globalement, personne ne s'est suicidé, on n'a pas abattu de cheptel, il n'y a pas eu de bottes de foin sur la route pour bloquer l'accès, et j'ai pas vu Karine Le Marchand. Aucun rapport avec le monde de l'agriculture.
En fait, ce qui a été reproché à Jacques Mus, c'est d'avoir dépolitisé cette vision-là du paysan pour juste rendre ça une vision sexy. Et c'est hyper intéressant, ça devient une super image de com, mais il faut faire hyper attention avec les images de communication. Tenez par exemple, j'ai l'impression que je suis face à des gens qui sont plutôt engagés de gauche. Vous avez hésité de ouf, les Ils n'ont pas macronistes. beaucoup répondu, ça commence à m'inquiéter. Ouais, voilà. Alors si je vous dis, est-ce que vous voulez vivre dans une communauté enracinée tournée vers le bien commun? Vous me répondez ok. Est-ce que vous avez envie de vivre dans une communauté soutenue par un label dédié à soutenir et accompagner les communautés locales? Vous avez envie de vivre dans une communauté qui retient sur 5 piliers: la redécouverte des savoir-faire manuels, le sport et l'hygiène de vie saine, la formation philosophique, culturelle et historique, le code de conduite et les temps consacrés à la vie de l'âme? Ça vous fait envie? Oh, c'est ok. La vie de l'âme, il y a des gens qui ont fait. Oula non. Oula non, avec ta tête de gourou là, mon garçon. Non. Bien joué, vous avez déjoué mon piège. C'est la description de la communauté Communitas Christiana. Voilà, une communauté d'extrême droite catholique, religieuse. Félicitations, vous êtes sortis de cet escape game. Mais vous voyez ce qui se passe en fait quand on met des mots trop larges pour faire de la communication. On peut tout mettre derrière. Et notamment, Communitas Christianas, eux, leur proposition, c'est de repeupler les villages et de se réenraciner. Sauf qu'il faut faire attention, c'est café à la sortie de la messe et espace de coworking. Mais à côté de ça, c'est une organisation identitaire, catholique, intégriste et traditionnaliste, qui est accusée de légitimer les violences et de dire aux gens de reprendre les armes. Oh non! Ils sont tellement de droite que Darmanin a demandé leur dissolution. Voilà à quel point ils sont de droite. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut repolitiser la question de la communication, il faut essayer de se repolitiser la question des territoires. Et pour ça, pour repolitiser cette question-là du territoire et même la question de l'agriculture, j'ai décidé de me tatouer une petite abeille sur le bras. Oh. Ok, d'accord, des petits applaudissements, très bien. Engagé. Ouais, je vois plein de gens qui me regardent en disant il essaie de justifier le fait qu'il a dépensé 200 balles quand il était bourré, celui-ci. Oui, c'est moi. Voilà, c'est. Mais en même temps, moi, j'ai une essai très perso de l'écologie et de l'engagement. Je vais vous la faire tout de suite. Tout en bas, c'est être végétarien. Ensuite, c'est aller au marché de la Croix-Rousse. Ensuite, c'est partir en vacances dans une yourte en Ardèche parce que tu comprends, les enfants veulent plus prendre l'avion. Et ensuite, au-dessus de ça, c'est le tatouage d'abeille. Voilà. Si ensuite vous voulez aller au-delà de ça, il faut être Hugo Clément ou boire sa propre pisse. Voilà, c'est. Dans un cas, tu participes à des meetings d'extrême droite, dans l'autre, t'es d'extrême gauche. Est-ce que quelqu'un a vu ma gourde? Ne buvez pas dedans, c'est ce que j'essaie de vous dire. Voilà, bon, c'est... En fait, j'ai un tatouage d'abeille parce que mon grand-père était apiculteur. Voilà, et on a écrit un livre ensemble avec mon grand-père avant qu'il parte. Et du coup, j'ai décidé de me faire tatouer une abeille. Et je me rends compte en disant ça que j'ai beaucoup de chance. Parce que si mon grand-père avait été éleveur de porc, qu'est-ce que j'aurais fait? Un tatouage de Stéphane Plaza sur le torse? Je ne pense pas. Voilà. Oh, il y a des petits applaudissements sur Stéphane Plaza. Très bien, je suis content. Mais ce tatouage d'abeille me met face à une situation aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de sauver les abeilles. Et on en a parlé tout à l'heure, on a des gros problèmes avec la loi Duplon. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui ont vu passer cette loi, la loi Duplon? Oui. C'est une loi qui a été écrite par des agriculteurs pour lever les contraintes sur le monde de l'agriculture et retrouver de la compétition au niveau européen. Alors c'est très compliqué pour moi de critiquer une loi faite sur l'agriculture par des agriculteurs alors que je ressemble à un enfant de 5 ans. Voilà. C'est comme si j'étais hétéro et que je critiquais Drag Race. Mort assuré, voilà. Mais en fait, pour un peu se pencher dans cette loi, je me suis posé des questions sur des questions d'échelle. Elle sauve quoi cette loi? Elle change quoi cette loi? Et une des mesures de cette loi, par exemple, c'est l'assouplissement des seuils des installations agricoles classées grosse protection à l'environnement. En gros, c'est ces giga-fermes dans lesquelles il y a 8000 vaches qui connaissent pas le nom des autres vaches. Et on a décidé de doubler les seuils de vaches disponibles et possibles dans ces exploitations-là. La réalité, c'est que ces exploitations, c'est 3% du monde agricole aujourd'hui. Par contre, c'est les exploitations qui polluent le plus. En fait, demander à ces agriculteurs-là de légiférer, c'est comme dire à Jeff Bezos et ses potes, tu veux faire quoi de la ville de Venise exactement? Voilà. Et l'autre gros truc de cette loi Duplon, c'est la réintroduction des néonicotinoïdes. Vous voyez ce que c'est les néonicotinoïdes? C'est l'un des pires pesticides qui n'ait jamais existé. Et l'argument des agriculteurs, c'est de dire on est les pires en France au niveau européen, on est ceux qui interdisent le plus les néonicotinoïdes. Je trouve que c'est le pire argument du monde. C'est comme si je disais la France est le seul pays à interdire la chasse aux bébés. On l'interdit. Sortez les bambins, sortez les fusils. Voilà, c'est très très con. Enfin, en fait, à la base, les néonicotinoïdes, c'est des pesticides à la nicotine. Ça veut dire qu'on faisait fumer des plants de maïs et on s'attendait à ce que ça marche. Sauf que c'était trop toxique pour les humains.
On parle des années 60, hein, globalement. C'est le moment où on faisait fumer les sportifs pour augmenter les perspectives sportives. C'est aussi le moment où je pense que le menu, c'était pâté de tête à la cendre, salade de mégots et saumon fumé à la gitane. Voilà. La nicotine a été interdite et remplacée par du crack, de la MDMA. Non, les néonicotinoïdes, exactement. Sauf qu'en fait, les néonicotinoïdes, ils se fixent sur 2 à 20% de la couche des graines. Et donc, il y en a une grande partie qui disparaît dans les sols et c'est ça qui pollue ensuite les humains, les abeilles, etc. Le principe des néonicotinoïdes, c'est de faire crever les insectes d'overdose de nicotine. Le problème, c'est que l'épandage n'est pas optimal. On n'a jamais réussi à faire un épandage cool de néonicotinoïdes, ce qui fait que les insectes s'habituent, grandissent une addiction aux néonicotinoïdes, et du coup, il y a juste des puces qui sont là en mode « Ouais, moi j'ai commencé à fumer à 5 ans. Le grand gré là-bas, je le baise, rien à foutre, voilà. » Et en fait, je me dis, juste les agriculteurs qui mettent des néonicotinoïdes sur leur maïs, c'est l'équivalent de dire à Benjamin, arrête d'embêter tes camarades, mais tu continues de lui vendre des armes en plastique. Voilà, tout simplement. Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé. Voilà. Mais derrière ça, moi, j'ai une lueur d'espoir. C'est que je me dis, si jamais on réintroduit les néonicotinoïdes, ça veut dire que les abeilles, elles vont se mettre à cloper. Et c'est quoi l'étape d'après la clope? Le syndicalisme, directement. Les abeilles vont être là en mode « Oh, attends, moi je fais grève, rien à foutre, ok ?» D'autant plus que l'un des principaux néonicotinoïdes qui a été interdit dans les années 2010, il s'appelle le gaucho. Ça n'est pas une blague, c'est une vraie information. Ça veut dire que potentiellement en 2025, cette loi du plomb, elle réintroduit les gauchos. Et c'est peut-être ça notre plus grand espoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vous étiez très chouette. Tu sais ce dont on ne parle pas depuis tout à l'heure? Ce dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, de renverser le fascisme ou l'autrice dont on ne doit pas prononcer le nom? Mais enfin, arrête avec ça. Non, on ne parle pas de partage. C'est super de réfléchir au repas, à ce que l'on mange, à comment politiser nos choix d'alimentation. Mais pour le moment, on n'a invité personne. On n'a pas grand monde avec nous à table. Oui, en même temps, c'est toi qui nous parles de banquets depuis tout à l'heure, de service à la française. Ces grands repas fastes et majestueux sont aussi des endroits de pouvoir où tout le monde n'est pas convié. Le buffet, c'est un endroit de partage, certes, mais pas avec tout le monde. Alors peut-être que changer ce buffet, ça implique aussi de renverser la table, ou bien l'agrandir et réfléchir à qui est invité. Écoute, pour notre experte, je connais quelqu'un avec un grand carnet d'adresses. Colline Bardon aime les gens, la nature et la nourriture, c'est elle qui le dit. Après une licence d'anthropologie, elle a travaillé dans de nombreuses associations et structures sociales de la région lyonnaise, avec une grande diversité de publics. Travailleuse sociale et éducatrice spécialisée diplômée, elle est surtout la personne que vous pouvez appeler quand vous avez besoin d'un conseil. Celle qui connaît les bonnes tables et les bonnes personnes avec qui les partager. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Cher domicile, et sous vos applaudissements, Colline Bardon, s'il vous plaît. Bonjour Colline. Bonjour. Tu peux baisser le micro à ton niveau. Ravie de t'avoir ce soir. Merci. On m'a dit que j'étais experte, alors j'ai amené un petit cahier. Afin de montrer que tu es une experte. Oui. Est-ce qu'on peut faire Oh? Tu veux bien nous montrer ton carnet encore? Parfait. Le public est avec nous, Colline, c'est sublime. Colline, tu as travaillé avec de nombreuses associations et institutions sur des questions sociales. Et dans ton travail, l'alimentation et le rapport au repas ont toujours pris une grande place. Pour commencer, parlons de la première image que l'on a quand on mêle nourriture et sociale, l'aide alimentaire. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans les politiques publiques et sociales en France et en Europe pour lutter contre la précarité alimentaire? Bam. C'est le moment où je prends mon petit carnet. C'est la première fois que je parle dans un micro, alors soyez un peu indulgents parce que je m'entends, c'est un peu bizarre. Bravo, Colline. Oui, merci. Alors, l'aide alimentaire, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une aide alimentaire. Mais bon, on peut se demander aussi quelle forme ça prend. Il faut que je parle dans le micro, c'est mieux, je pense. Donc, l'aide alimentaire, aujourd'hui en France, ça prend en gros 5 gros volets, c'est-à-dire des colis alimentaires, des distributions de repas, des épiceries solidaires, des cuisines partagées ou encore des chèques alimentaires. Et là, on peut se dire finalement, ok, mais qui c'est qui organise tout ça? Alors, qui c'est qui organise tout ça? Il y a donc l'Union européenne.
la France en tant qu'État, puis ensuite les collectivités locales et les associations, parce qu'on le sait, les associations viennent aussi pallier à un grand manque, voilà, qu'il y a des besoins que l'État ne peut pas subvenir. Exactement, merci beaucoup. Voilà, et donc au niveau de l'aide alimentaire dans les politiques publiques ou sociales, il y a beaucoup de choses qui sont pensées. Et après, il y a la réalité de ce qui est mis en place. Donc, je vais vous présenter ce qui est pensé par l'État et ce qui existe. Et puis ensuite, voilà, on verra un peu plus dans mon expérience et dans la réalité, qu'est-ce que ça donne. Donc, l'aide alimentaire dont je vous parlais, elle s'inscrit dans un cadre plus large de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi que l'insécurité alimentaire, parce que alors le droit à l'alimentation, c'est censé être un droit fondamental, même si c'est pas écrit dans la Constitution en tant que tel. C'est précisé, c'est le moment un peu barbant sur les lois. Après, c'est vraiment super, hein, moi j'adore. Ouais. Donc le Code d'action sociale et des familles, par contre, il affirme le droit à la dignité et à l'assistance pour toutes les personnes en situation de précarité, ce qui inclut donc les aides alimentaires. Ensuite, au niveau de l'Europe et de la France, il y a le plan national d'aide alimentaire qui a été mis en œuvre ensuite par l'État, et il y a une coordination des denrées alimentaires qui sont faites aussi dans ce plan. Et il y a énormément de financement européen, c'est-à-dire que les structures ont des aides de l'Europe pour donc avoir des alimentations dans les structures, notamment comme dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Et il y a le Fonds social européen aussi qui finance donc l'achat de ces fameux produits. Toi, justement, tu as travaillé dans ce genre d'établissement et je sais que quand on a discuté ensemble, l'isolement social, c'est un facteur qui est important dans le travail d'aide. L'association Entourage, par exemple, estime qu'un Français sur 10 est en situation d'isolement. Et pour les 2 millions de personnes précaires en France, c'est un élément qui est déterminant. Il peut aider à sortir de cette situation ou l'accentuer. Et à ton sens, dans ton expérience et ce que tu as vécu, comment est-ce que le repas peut jouer et joue-t-il un rôle dans ce cadre-là ? Alors, c'est une large question. Je vais poser mon cahier parce que c'est plus... Attention, elle pose le cahier sur la table. Voilà. Oh. Je dirais qu'il y a plusieurs choses, notamment, effectivement, combattre la solitude, c'est un des premiers enjeux quand on travaille avec des publics précarisés. Parce qu'on sait que c'est dès qu'on n'a pas un entourage autour de soi, qu'on commence à se retrouver seul, qu'on est de plus en plus en difficulté. Moi, je sais que par exemple, dans mon travail, bon, c'est aussi parce que j'aime ça, mais là, je fume pas. Et donc, comment on crée du lien avec les personnes quand on fume pas, alors qu'on est avec un public qui fume souvent énormément? Et moi, je vais demander qu'est-ce que les gens aiment manger. On va essayer de cuisiner ensemble. J'ai travaillé notamment avec des publics, par exemple, d'hommes précaires seuls avec leurs animaux. Et on est face à un public, la plupart du temps, sans faire de généralité, qui a du mal à s'alimenter parce que on n'a plus l'habitude de cuisiner, ou alors la réalité c'est que ces quotas européens et ces banques alimentaires sont très chouettes, mais sont bien souvent pas forcément adaptés aux besoins des personnes, que ce soit des habitudes alimentaires ou etc. Enfin, il y a aussi beaucoup de gaspillage, et c'est comment on va essayer de prendre à profit les denrées alimentaires qu'on reçoit dans la banque alimentaire pour essayer de faire des plats qui plaisent aux personnes et qui seront ensuite en capacité de cuisiner. C'est des choses que vous avez mis en place quand tu travaillais, par exemple, tu me parlais du CHRS ou Habitat et Humanisme, ces deux endroits dont on a beaucoup parlé ensemble. Concrètement, oui, vas-y si tu veux répondre déjà. J'attends ta question. Concrètement, tu parles justement d'aller rencontrer dans la cuisine, de mettre en place justement la discussion autour du repas. Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Est-ce que tu as trouvé que ça créait du lien social plus facilement ? Alors oui et non. En fait, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on va s'asseoir à une table et qu'on va manger ? Il y a le repas, il y a aussi les gens avec qui on partage. Quand on est forcé, par exemple, dans un centre d'hébergement de réinsertion sociale où il y a des repas qui sont faits, qui arrivent sur des plateaux, qu'on se pose, on ne sait pas forcément à côté de qui on est, etc. C'est difficile de créer un lien, c'est difficile de se mettre à table, surtout quand la nourriture est peut-être pas forcément bonne ou pas comme nos attentes, ou etc. Donc il y a une partie où ça peut rendre difficile, et il y a une autre partie aussi où si on s'appuie bien sur
un bon repas, qu'on met les conditions qu'il y a autour, qu'on propose aux personnes de partager un moment, que c'est institué, qu'on leur demande aussi ce que eux ont envie de cuisiner, de faire, etc. Là, on peut avoir une accroche avec les personnes parce qu'il y a aussi une transmission qui se met en place au travers de la nourriture. Justement, tu as travaillé aussi avec une autre association qui donne des cours de français aux personnes exilées. Et ici aussi, le repas joue un rôle de partage et même de transmission. Comment s'organisait l'intégration à la cuisine, justement, ce rapport aux recettes choisies, l'élaboration des menus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'étais en service civique dans une association qui aide les réfugiés et les demandeurs d'asile à l'apprentissage socio-linguistique du français et qui, en parallèle, avait un restaurant d'application pour un côté un peu plus, on va dire, intégration professionnelle dans un premier temps. Et c'était aussi un moyen de financement de l'association, c'est-à-dire que les gens venaient manger ce qu'on avait préparé avec les personnes. Et donc, il y avait un lien, etc. Et ça permettait aussi aux personnes de retrouver de l'estime de soi, parce qu'en fait, le restaurant fonctionnait 3 jours par semaine. Alors, ça fait très longtemps que je travaille là-bas. L'association existe encore, mais je ne sais plus... Enfin, je ne saurais pas vous dire combien de repas ils font par semaine. Mais en tout cas, c'est un restaurant qui fonctionne avec les recettes des personnes qui sont accompagnées durant cette formation de français. Avec les recettes qu'ils ont envie de partager, et ensuite on se débrouille, s'il y a besoin on va acheter, ou alors on récupère avec notamment l'association Récupé Gamelle, qui est une des grosses associations de Lyon qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui fait beaucoup ils glanent, ils font des bocaux, etc. Ils ont des boutiques sur Lyon. Et je me suis perdue parce que je parle trop. Tu nous parlais... Non, tout va bien. Tu nous parlais justement que vous réutilisiez les recettes des personnes directement et que vous essayez au mieux possible de trouver toutes les denrées pour réaliser ces recettes. Est-ce que c'est une manière de ramener un peu de chez soi et de le partager aux autres? Exactement. Et puis c'est aussi se dire quand j'ai été arrachée de ma terre, que je suis sur une autre, comment je fais avec les produits que j'ai pour retrouver un petit peu de ces racines-là. Et on voit aussi que ça passe bien souvent par la nourriture. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, le dépaysement, c'est une expression qui est très occidentale pour décrire le fait que quand on va dans un autre pays et qu'on est perdu, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, vous verrez que si ça vous arrive, on a plutôt tendance à se réfugier dans la nourriture en général. Et justement, Colline, d'où te vient cette envie de travailler avec la cuisine et toutes les personnes, le social, tout ça? D'où ça te vient, tout ça? Alors le social, c'était dans ma présentation. J'aime les gens, la nature et la nourriture, et du coup j'essaye de transmettre ça. C'est aussi que moi j'ai eu de la chance dans mon éducation d'avoir un papa qui se souciait énormément de ce qu'on avait dans notre assiette, qui m'a appris que manger bien, ça voulait pas forcément dire manger cher. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais c'était le cas quand j'étais petite, et quand on faisait les marchés, etc. Et qui, lui, a un festival où il mêle musique et nourriture, voilà, qui s'appelle le Festin Musical. Donc j'ai un peu grandi là-dedans, et puis à côté, j'ai ma grand-mère qui a une association humanitaire, donc le social a toujours été dans ma vie aussi. Et donc j'essaye de mêler un petit peu tout ça dans les projets que j'emmène, d'aider les personnes à manger bien et mieux, malgré une immensité de contraintes. Et tu dirais que travailler justement au contact de ces différentes expériences, est-ce que ça t'a fait bouger toi dans ta manière de manger? C'est quoi pour toi aujourd'hui les enjeux d'un bon repas partagé? Alors moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai théorisé avec mon cousin quand on était jeunes, qu'on a appelé l'échelle de la régalade. Donc, comment on fait un barème d'échelle de la régalade? C'est-à-dire qu'un repas, comme on l'a un peu évoqué depuis le début, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi les conditions dans lesquelles on est et avec qui on partage. Et du coup, on s'arrangeait comme ça à chaque repas en se disant bon alors aujourd'hui c'était quoi l'échelle de la régalade? On a mangé un bon repas, c'était check. Mais par contre la compagnie et les discussions c'était voilà. Donc là ça baisse. Mais par contre, on a mangé des pâtes au beurre, mais on était avec nos super potes et on a passé une super soirée. Là c'est pas grave ce qu'on a mangé quoi. On a mangé un bon plat, mais voilà. Et du coup, je pense que mon rapport à la nourriture, maintenant, c'est plus... ça passe aussi beaucoup par la convivialité et essayer de faire transparaître ça dans l'assiette et de pouvoir dire que même avec peu,
on peut quand même faire des choses, etc. Et après, moi, personnellement, j'essaye de manger de façon plus durable et d'être en congruence avec ce que je vous dis. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en ville, avec un petit budget, ça n'est pas si facile. Donc, on fait aussi comme on peut avec ce qu'on a. Et voilà, donc j'ai pour projet de m'installer à la campagne, puisque ce sera plus facile de trouver des œufs et du fromage. Super. Merci infiniment, Colline Bardon. Quelle experte. Quelle experte, mais ok, alors mettons, on organise ce buffet. On invite plein de gens à notre table, on fait de la récup, on cuisine tous ensemble, on partage l'expérience au complet. Il y a quand même une grosse question derrière ça. Écoute-moi bien, si tu me parles encore une fois de l'autre transphobe, je te fais bouffer ton imbus de million. Non, c'est pas du tout. C'est la question de la viande, tu vois, et plus largement la question de l'éthique. Est-ce qu'on met à table de la viande alors que certains et certaines ici n'en mangent pas? Et pour les invendus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il vaut mieux jeter de la viande ou alors la garder et la manger? Cette question, elle est centrale et tendue. Elle polarise beaucoup autour d'elle le changement d'habitude que l'on pense ancré dans des traditions et la question du respect des non-humains. Mais au-delà de ces postures radicales, il existe 1000 nuances. Certaines ont dû reprendre la consommation de viande pour des raisons médicales, car elles ne fixent pas le fer malgré tous les essais de végétarisme. D'autres s'efforcent de produire et de consommer de la manière la plus éthique possible quand on voit certains agriculteurs. Alors, mais comment est-ce qu'on remet du discours entre ces deux idées si opposées? Est-ce qu'on peut considérer le repas comme un moment de partage qui accueille les besoins et les limites de chacun et chacune? Et comment est-ce qu'on peut discuter pour trouver une troisième voie ensemble? Et si on arrive à résoudre ça pour la viande, en fait, on pourrait résoudre ça pour l'intégralité de l'alimentation. Mais pour ça, il faut sortir des points de vue qui s'opposent. Et pour cela, rien de mieux que Lise Etienne pour réouvrir le champ des possibles. Avec son regard malicieux sur le monde qui l'entoure, la comédienne résout les problèmes du quotidien à coups de baguettes d'absurde. Mes demoiselles, mes damoiseaux, mes demoisielles et mes demi-ciels, veuillez applaudir Lise Etienne. Salut. Ça va? Ouais. Moi aussi. Cool. Ça va, ça va. Ouais, les humains, on aime trop la nourriture. Truc de fou. Mais peut-être on aime un peu trop la nourriture. Pourtant, moi, je suis pas forcément opposée. Tu as l'idée de l'absolu, des doses énormes dans l'amour. Tu vois, je pense qu'on peut aimer plusieurs enfants, on peut aimer plusieurs partenaires amoureux, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer 3 viandes dans un tacos? Pas sûr. Et cette folie de la nourriture, elle existe depuis le début de l'humanité. Tu vois, à l'époque, les gens, ils savaient pas grand-chose, ils devaient tout découvrir. Il y a certaines personnes qui ont choisi d'appréhender le monde avec la bouche, comme les bébés ou Pierre Ménès. Et dans ce contexte-là, il y a un mec, un jour, tu vois, au néolithique, il y a un gars, on a qu'à l'appeler Pierrick. Pierrick, tu vois, il se promenait, puis un jour, il est tombé sur un bol avec du lait pourri qui pue dedans. Et ce jour-là, Pierrick a inventé le fromage et la chiasse carabinée. Grosse journée pour Pierrick. Après, le lait pourri qui pue, ça a cet avantage-là d'être immobile et consommable tel quel. Alors que une vache, audacieux de croquer dans une vache quand même. Surtout que à l'époque, c'était pas encore des vaches, tu vois, c'était des aurochs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des aurochs, c'est des mammifères énormes avec une robe noire, un mugissement très grave venu des enfers. Tu vois. En fait, c'est comme si tu voulais te taper un petit goûter et que tu allais au Hellfest pour ça. Mauvaise idée. Donc ce jour-là, il y a un gars qui a croqué dans une vache, tout le village a suivi, on a inventé l'élevage et 10 000 ans plus tard, on mange des vaches à foison. Voilà, fin de l'histoire. Mais imaginez, on considère tout ça du point de vue des aurochs. Genre les aurochs, ils sont là avec leur corps d'auroch, genre puissant, et en face d'eux, ils ont des humains du néolithique. Les gars, ils ont rien, ils ont genre 3 pics, des petits bols en terre, du lait pourri qui pue. Genre évidemment que les aurochs, ils se sont jamais dit qu'ils allaient perdre face à eux, tu vois. Eux, ils se sentaient puissants, tu vois, ils étaient invincibles, tu vois, ils avaient le mindset du maréchal Pétain à la fin de la Première Guerre mondiale, tu vois. Bon, après, ça s'est passé 10 000 ans après pour eux, donc ils n'étaient pas au courant de la suite. Pour la Deuxième Guerre mondiale, ils ne savaient pas quoi. Mais ce qui est le plus humiliant dans cette histoire, c'est qu'une fois que les humains ont triomphé, ont vaincu les aurochs, qu'ils ont mis en place l'élevage, les aurochs, ils se sont adaptés. Ils ont évolué en vaches pour être plus dociles et pour être plus faciles à manger pour nous.
Mais ça, c'est vraiment l'équivalent de Pétain qui change de lui-même les panneaux France en Frankreich comme ça, genre mais allez-y, non mais ça me dérange pas, mais je fais avec plaisir, mais allez-y, mais envahissez la France. Auf Wiedersehen. Charmant. Genau. Ça fait donc 10 000 ans d'élevage pour les vaches. Ça fait 10 000 ans de soumission aux hommes. Ça doit pas être facile. Pas de bol. Mais je me dis, les vaches, elles doivent être un peu vénères aujourd'hui. Tu vois, ça m'étonnerait pas, tu sais, si on se promène à la campagne, de tomber sur des groupes de discussion de vaches, tu vois, autour de la crise de la bovinité, ou de petits stages comme ça sur comment renouer avec son auroch intérieur, tu vois. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que on s'est vraiment trop habitué, les vaches comme nous, à l'élevage. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus vraiment de vraies vaches sauvages aujourd'hui. En fait, les vaches, elles survivent un peu grâce à l'élevage, d'une certaine manière. Et les vaches ne devraient pas survivre grâce à l'élevage. En fait, les vaches ne devraient pas survivre du tout. Parce que si on y réfléchit, actuellement, on est en train d'entretenir une espèce qui a 10 000 ans de rancune accumulée dans le bide et qui est en train de nous tuer avec ses proutes. Chaque paix de vache, c'est des quintaux de méthane libérés dans l'atmosphère. Chaque paix de vache accélère le réchauffement climatique. Chaque paix de vache, c'est une vache qui crie « Auroch !» Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous garderiez chez vous un coloc qui vous fait de temps en temps de délicieuses carbo, mais qui vous tue avec ses immondes proutes? Non, bien sûr que non. On pointe du doigt là-bas, d'accord, intéressant. Mais bien sûr que non, on le garderait pas. Désolé, tu dégages de la coloc avec tes proutes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop humiliant. Il faut mettre fin à l'élevage et pour ça, il faut arrêter de manger de la viande. Mais c'est dur d'arrêter de manger de la viande. Je sais pas, il y en a parmi vous qui mangent de la viande par applaudissement pour qu'on... Ouais. Ah non. J'ai vu, tu as applaudi. Tu manges de la viande? Oui. Avec... Non, devant. Ou qui, toi? Ouais, ok. Tu manges de la viande? Oui. Tu t'appelles comment? Julie, tu es une grosse sniffeuse de prout. D'accord? Tu arrêtes maintenant. Tout ça pour dire... Mort aux vaches. Mais après, je me dis, il faut pas priver tout le monde, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de trouver peut-être une substitution. Et je me dis qu'à taux de viande équivalent, peut-être qu'on pourrait manger Gérard Depardieu à la place. Après, Julie, si tu es pas trop fan de la viande pré-cuite dans l'alcool, on peut aussi avoir... d'autres alternatives, tu vois, je veux dire un Roman Polanski, un Nicolas Bedos, à peu près toutes les viandes qui ont un petit arrière-goût naturel de porc, tu vois, finalement. Et... Ouais, ce qui est super avec les agresseurs sexuels, c'est qu'ils cochent toutes les cases pour l'alimentation du futur, tu vois. C'est une ressource inépuisable, locale, éthique, parce qu'a priori, on serait tous pour une fois consentants pour qu'ils finissent dans notre bouche, tu vois. Donc... Et puis, je me dis, ce serait l'occasion de relancer un petit peu des traditions un peu désuètes, comme le chapon. Je sais pas, vous voyez ce que c'est le chapon? Non, peut-être pas tout le monde. Le chapon, mes petits agneaux, c'est un poulet qu'on mange à Noël, et pour qu'il soit bien gros, bien gras, on lui coupe les couilles. Et oui, comme quoi, les chrétiens aussi mutilent des pénis. Avantage pour les familles nombreuses, le soir de Noël, lors du repas, vous avez 2 fois plus de chances que le chapon soit déjà assis autour de la table. Du gain de temps sur les courses. Après, les courses, en vrai, ce sera un plaisir. Je veux dire, aller chez le boucher, trop bien. Alors, là, vous voyez, vous avez une très belle pièce. Alors ça c'est du politicien, ça. Ouais, c'est du ministre de la Justice, certifié AOP. AOP, ouais, appart offert compte pipe. Incroyable. Très, très belle pièce. Alors, ça a été nourri à l'Élysée. Bon, c'est peut-être un peu riche, peut-être si vous le préférez un régime un peu plus léger. Juste ici, on a de l'écrivain. Écrivain, alors c'est du 50 ans d'âge. Un petit régal, ça a été bourré de coke, bourré de jeunesse. Ça vous met un petit coup de fouet. Incroyable. Après, peut-être vous préférez peut-être du local. On est locavore ici, pas de souci. Ici, on a du lyonnais. Viande lyonnaise locale. Alors oui,
Effectivement, vous l'avez bien vu, il manque le pénis, mais c'est parce qu'il a été un petit peu trop souvent exposé à l'air du métro qui, comme vous le savez, est très pollué. Et nous, on a la certif bio ici, du coup, bah, ça dégage. Après, l'avantage, c'est que ça fera toujours un peu moins de travail à madame dans la cuisine. Hein. Et oui, parce qu'on a mis fin à l'élevage, mais pas au sexisme. Bien sûr. Après, j'entends qu'il y ait peut-être certaines personnes qui soient un peu sceptiques, qui se disent que peut-être que ce procédé ne va pas être pérenne. Parce que au bout d'un moment peut-être qu'on aura mangé tous les agresseurs sexuels et qu'ils vont pas beaucoup se renouveler parce qu'ils auront la crainte d'être mangés au lieu de gagner un César. Mais et à ça j'ai envie de vous dire au pire tant pis, mais également je pense que vous sous-estimez l'espèce qui a inventé la danse du Limousin. Mais de toute façon, il y aura, tout le monde ne va pas forcément se jeter sur cette alimentation du futur. Je veux dire, il y aura forcément des gens un petit peu résistants. Il va y avoir forcément de nouveaux végétariens qui auront des revendications un petit peu différentes des végétariens tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les végétariens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils militent pour le droit des animaux par amour pour notre planète, tandis que ceux de demain militeront pour le droit d'importuner par amour pour les vieilles quéquettes. Bon, c'est pas terrible, mais ça rime, écoutez, voilà. Après, je me dis, au pire, s'il y a des pénuries, on n'a qu'à les manger, eux aussi. Ça sauvera peut-être pas la planète, mais ça sauvera au moins la fin de la carrière de Catherine Deneuve. Et ça, écoutez, c'est pas si mal. Et écoutez, merci de m'avoir écouté. Et sur ce, salut. Ok, je crois que j'ai tout. On a les invités, on a l'endroit, on a la table, on a encore le public, donc ça c'est super. Tu sais ce qui serait formidable pour notre buffet ? Dis-moi. Un spécialiste de l'ambiance. Moi, Non. tu veux dire ? Non, Jacob. Non. Jacob, un vrai spécialiste de l'ambiance. Hein. C'est-à-dire que quand on pense au moment qu'on partage, grand ou petit, les bons moments sont souvent accompagnés de musique. La musique comme un à côté, un peu comme celle qui rythme nos vies quand les écouteurs nous donnent ces ressentis d'être le personnage principal, tête posée sur la vitre avec Linkin Park à fond. Oui, bon, chacun ses références. Oui, c'est bonne Ou ange de- encore la musique comme plat de résistance, celle qui se suffit à elle-même, pour laquelle on se déplace, qui hypnotise et te fait même oublier de boire ton verre qui se réchauffe dans ta main. Un feu au lac ne se déroule jamais sans musique parce que pour nous, elle est fondamentale et universelle. Elle nous berce jusqu'au fond de l'estomac. Et clairement, le prochain artiste est tout destiné à cette dernière partie. Jean Vacher est contrebassiste ce soir, mais pas que. Les projets qui l'accompagnent sont très variés, allant du jazz au folklore cubain, en passant par la chanson française, l'orchestre symphonique ou encore les musiques improvisées libres. Mais s'il est là ce soir, c'est que Jean est un fin gourmet. Un cuisinier hors pair qui aime les bons produits et le partage. Généreux dans sa musique, il a décidé de monter un projet hybride, beau, bon et curieux. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Jean Vacher. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, je vais juste pitcher le projet en 2 secondes parce que ça va paraître improbable de parler de musique et de cuisine en même temps. En fait, j'ai un projet qui s'appelle Au coin du feu et quand j'organise les tournées, je me déplace avec une cuisine portative et ma contrebasse qui est là. Je fais le tour des producteurs locaux et ensuite, la veille du concert, je prépare les ingrédients et ensuite, pendant le concert, j'assemble les ingrédients et à la fin, il y a un entrée-plat dessert pour l'intégralité du public. Donc, tout est à chaque fois local, de préférence bio. Enfin, majorité locale. L'huile d'olive, quand je joue en Bourgogne, elle n'est pas locale. Et bon, je risque d'en froisser quelques-uns, mais il y a toujours un plat carné et un plat qui correspond à toutes les intolérances des autres personnes du public. Donc s'il y a des sans gluten, des végétariens, des sans porc, des sans lactose, je mets tout ça dans un deuxième plat et j'en fais quelque chose. Donc le premier plat est souvent quelque chose qui mijote. Comme ça, je peux le préparer à l'avance et ça sent bon dans la salle de concert. Et le deuxième plat est souvent quelque chose de plus instantané. Souvent, je fais soit des œufs meurettes en végétarien s'il n'y a pas de vegan, ou alors une blanquette végétarienne s'il n'y a pas
sans gluten, voilà. Enfin, plein de choses qui se présentent. Et il y a toujours la jardinière de légumes qui est un peu le spectacle où je mets les légumes entre les morceaux selon les temps de cuisson. Donc les carottes, c'est 40 minutes, donc c'est après le premier morceau. Les petits pois, c'est 10 minutes, donc c'est avant le dernier morceau. Et voilà, c'est des choses comme ça qui sont faites. Et d'autres participations du public, comme l'ouverture des bouteilles en rythme, avec un morceau qui a des mise en place rythmique que j'apprends au public, et la moitié du public tape dans ses mains et l'autre tire les bouchons en même temps. Voilà. Et d'autres choses comme ça, je vous invite si un jour le spectacle tourne sur Lyon, à venir le voir, et je vais vous jouer quelques extraits de ce spectacle, un ou deux selon le temps que je vais prendre. Merci beaucoup.
Eh bien voilà, c'est fini. Oh non. Et oui, c'est la fin de ce feu au lac. Mesdames et messieurs, toutes les personnes au dehors, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir une dernière fois toutes les personnes qui ont fait que ce spectacle est possible. Sous vos applaudissements, Mina Violette dans le rôle de la petite voix, s'il vous plaît. On avait également avec nous Eve, s'il vous plaît, Ludivine. On avait Lise Etienne. On avait Colline également. On avait Jean. Également énormément de bruit, s'il vous plaît, pour Radio Anthropocène et Florian qui nous ont diffusé toute la soirée. Du bruit pour les graines électroniques également qui font cet événement. Alexandre à la régie, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, toutes les personnes en dehors, merci beaucoup. Alors oui, il faut qu'on se serre pour que Guillaume fasse une photo, c'est ça? Ok, super. C'est parce que Joe était dans le noir. Non, mais c'est globalement pas grand monde n'est éclairé là tout de suite. Hein. C'est... Okay. C'est bon? Super. Guillaume, tu nous vois? Souriez sur la photo, vous n'êtes pas dessus. Voilà. C'est bon? Super. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette édition du Feu au lac, buffet à volonté. C'était super, on est ravis de l'avoir fait avec vous. C'était le 6e Feu au lac de cette saison, également le dernier de cette saison. On reviendra à la rentrée. À chaque fois avec des thèmes différents, des artistes différents. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir. Si jamais ça ne vous a pas plu, Revenez. Déjà les gens sont partis. Si jamais ça ne vous a pas plu, c'est des thèmes et des artistes différents. Voilà, revenez. Le Feu au lac, c'est un truc qui est hyper important pour nous. Ça nous permet d'aborder des sujets importants tout en faisant des blagues et en le faisant d'une manière correcte. On espère que ça vous a plu. Le Feu au lac ce soir est vraiment soutenu par les graines électroniques. Normalement, un plateau de stand-up, ça se fait au chapeau. Ce soir, tout est payé par les graines. Donc vraiment, si vous voulez nous soutenir, déjà, on peut les applaudir. Merci à vous. Du coup, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Si jamais vous voulez soutenir le spectacle, buvez des bières. Voilà, tout simplement. Le bar reste ouvert jusqu'à 23h encore. Le lieu reste ouvert encore un petit temps. On peut discuter, papoter, boire des bières ensemble, etc. Je vais juste passer le micro rapidement à chaque artiste que vous avez vu ce soir. Il s'est passé un truc, Mathis? Une grosse sauterelle. Très bien. Et vu qu'elles sont encore là, très bien. Et on peut les griller et les manger pour l'avenir de l'alimentation. Non mais voilà, je vais passer le micro rapidement à chaque artiste. Chacune a des actualités. Si jamais vous avez envie de suivre, soutenir les artistes, n'hésitez pas à ouvrir l'application Instagram, suivre les artistes. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je passe le micro s'il vous plaît à Mina Violette. Merci beaucoup. Je sais que j'ai déjà des fans dans la salle. Mais pour celles et ceux qui me découvrent et qui veulent me suivre, je m'appelle Mina Violette, M-I-2-N-A _Violette sur les réseaux sociaux. Je suis comédienne et professeure de théâtre dans mon quotidien. J'ai fini ma saison, sauf si vous venez à Avignon, car je vais 10 jours à Avignon et j'emmène un spectacle qui s'appelle Mon Héros. Si vous voulez plus d'informations, je serais ravie de vous les donner. Et si vous cherchez des cours, voilà, de l'accompagnement, boire un verre, je serai là après, quoi. Voilà, merci beaucoup. Je donne des ateliers, enfin bref, on en parlera plus tard. Merci beaucoup Mina, merci Jacob de m'avoir appelé et de m'avoir fait confiance à 14h aujourd'hui, vraiment. Sinon, vous pouvez me suivre effectivement sur les Instagram sous Eve Barduba, TGA, Eve _TGA pour les Américains. Voilà, au cas où il n'y en a pas trop dans la salle. Et sinon, je serai demain pour le Festival Intérieur Queer sur la scène du Hit. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Et venir kiffer. Et sinon aussi, je donne des ateliers de stand-up pour les petits. Donc je serai demain matin avec une voiture cassée à 9h à Rieux-la-Pape. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Vous avez été un super public. Merci Mina et Jacob. Et du coup, le Café Équilibre, c'est aussi sur Instagram et on vous accueille du coup tout l'été, si vous le souhaitez, pour les petits déjeuners, les déjeuners, les brunchs, les goûters. Et voilà, on sera ravis. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. On est dans le bas des pentes de la Croix-Rousse. C'est la rue Terme. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas. Recoucou. C'était trop cool, merci à vous. Du coup, mon Insta, c'est Lise _ ou underscore, je ne sais pas. Étienne sans le E, Lise Étienne, voilà. Écoutez, c'était trop bien. Passez une très bonne soirée et puis faites du bruit pour Colline, s'il vous plaît.
Merci à Mina et Jacob. J'espère que j'ai été assez experte pour vous. Voilà. Moi, j'ai pas d'actualité particulière, donc je vais passer tout de suite, le micro à Jean. Merci beaucoup. Alors, une fois de plus, ça va être redondant, mais merci à Mina et Jacob. Et alors moi, il y a soit mon Instagram qui est musique au coin du feu, et mon Facebook personnel Jean Vacher aussi. Et également, je ne poste pas grand-chose là-dessus, et je suis très mauvais en communication des réseaux. Et bientôt, il va y avoir le teaser de mon spectacle qui va sortir, donc ça, je vais le poster. Donc si vous voulez vous abonner, et si vous êtes courageuse, vous pouvez aussi venir du 9 au 16 avec un duo avec une chanteuse lyrique. On fait une tournée des refuges où je prends ma contrebasse sur le dos et on fait de la haute montagne pendant 10 jours. Et on va dans le massif des Écrins pour faire de la musique dans les refuges inaccessibles, sauf à pied et en hélicoptère. Voilà. Et moi, je vous remercie parce que c'était la dernière date de la saison pour moi et je suis ravi qu'on ait pu créer le Feu au Lac cette saison et c'est devenu le plus beau projet de cette année. Donc merci à vous d'avoir été là, merci à Mina d'avoir rejoint le projet et de l'avoir soutenu. Sur Instagram, vous me retrouvez sous le nom de Kobgif, kob.gif. J'ai un spectacle que je jouerai à la rentrée qui s'appelle Soliflore. Voilà, 1 heure de stand-up de moi tout seul. Et c'est tout nouveau. Voilà. Si vous voulez suivre l'actualité du Feu au Lac, ça sera sur le compte du collectif Pentacourt Prod. On est 3 petits lurons et on fait du stand-up à Lyon dans plein de lieux différents. Voilà, d'ailleurs, j'aimerais les remercier. Ils sont pas là ce soir et ils écouteront pas ce podcast, mais merci Pentacourt Prod. Voilà, énormément de bruit pour Guillaume qui était là, qui nous a fait les photos. Je sais pas où il est passé, mais merci Guillaume. Voilà. L'Instagram de Guillaume, c'est STNSIM. Si vous cherchez quelqu'un pour faire des concerts de hard rock ou des mariages, il est dispo pour les deux. Voilà. Il est super. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Faites du bruit pour vous, vous avez été un super public et on boit des bières. Bisous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.